Mon cher Aristote, après toute une année de repos et de préparation, nous sommes enfin partis pour l'Inde. Eh ben l'Inde en fait c'est très surfait. À part des mecs à poil et des éléphants, ce qui fait tout de même beaucoup de trompes, on y trouve surtout des bestioles venimeuses dans tous les fourrés et la tourista à tous les repas. D'ailleurs le premier enfant que m'a fait Roxane n'a pas tenu 3 jours. Après avoir franchi l'Hydaspe, on a défoncé le roi Poros, un géant de plus de 2 mètres, trompe comprise. Bon, en fait c'est pas un mauvais gars. Après la bataille, on est même devenus copains. Malgré le fait que j'ai tué son fils. En même temps, vu qu'il a tué mon cheval, quelque part, on peut dire qu'on est quitte. J'ai ensuite voulu continuer toujours plus à l'est. Parce qu'en vrai, l'Inde, c'est pas du tout le bout du monde comme tu nous l'as enseigné. Il y a plein d'autres trucs après. Mais figure-toi que mon armée a refusé d'aller plus loin et j'ai dû faire demi-tour. Alors du coup, on rentre à la maison. À Babylone. Pour le retour, j'ai fait passer une partie de mon armée par le désert de Makran, que personne n'avait jamais réussi à traverser avec une armée. Moi j'ai réussi. Ok, un tiers des hommes a trouvé la mort, mais en même temps, ça leur apprendra à me tenir tête à ces orchidoclastes. De orchis testicules et clastes brisés menus. Comme tu le vois, il me reste quelques souvenirs de tes leçons. En parlant de casse-couilles, j'ai dû mettre à mort ton neveu Calistène. Il avait poussé certains de mes pages à tenter de m'assassiner. Et tout ça à cause d'un petit différend artistique sur la proskinèse. C'est con. Des os, pas des os. Le bisou, Alexandre. Bon, mon vieux Platon, je crois que pour le philosophe roi, c'est plutôt raté. L'Inde. Pourtant, ça avait pas trop mal commencé. On s'était allié à un certain Taxil, roi de la ville de Taxil, entre les fleuves Indus et Hydaspe, des fleuves au moins aussi larges que l'Oxos. Pour aller jusqu'à lui, dès le départ, on a dû affronter les Aspiens, et Alexandre a été blessé à l'épaule. Faut bien dire qu'il a de plus en plus tendance à foncer dans les combats tête la première. Ptolémée aussi a bien failli y laisser la peau quand, après avoir tué un prince indien en duel, il s'est retrouvé encerclé par nos ennemis. Une fois dans le pays des Nicéens, là, ça s'est mieux passé. C'est un coin d'Inde qui aurait été fondé par Dionysos lui-même, dans les temps anciens. Donc c'est un peuple plutôt hellénophile. On a fait la fête avec eux et picolé... sacrifié à Dionysos, pendant plusieurs jours. Après ça, on a attaqué Massaga, la cité de la reine Cléophis, la mère du prince que Ptolémée avait tué un peu auparavant. Elle était donc plutôt colère, la maman. Nos tours de siège ont vite eu raison de ses murailles, et Alexandre a encore reçu une flèche en pleine cuisse. Quand la reine a été amenée devant lui, Alexandre a été tellement impressionné par sa beauté et sa noblesse qu'il lui a laissé la vie et rendu sa ville. En reconnaissance, il paraît qu'elle a donné à son fils suivant le nom d'Alexandre. C'est pas mignon, ça? Et enfin, on est arrivé chez Taxil. Taxil, donc. On a pu se reposer, organiser des jeux gymniques, et puis on a picolé, bien sûr. Entre deux libations, Alexandre aurait fait venir 10 brahmanes gymnosophistes, des philosophes du cru qui s'opposaient à sa présence, et il leur aurait posé 10 questions, des sortes d'énigmes, en disant qu'il mettrait à mort le premier qui répondrait mal. Ces sages s'en sont tellement bien sortis qu'Alexandre les a couverts de cadeaux et renvoyés chez eux. Après tout ça, on a enfin franchi l'Hydaspe et affronté le géant Poros, le grand ennemi de Taxil. Et je peux vous dire qu'il s'en est fallu de peu qu'on se fasse défoncer. Sans doute la pire bataille depuis le début de notre aventure. Le Poros n'était pas du genre à fuir comme le premier Darius venu. Après avoir vaincu Poros et l'avoir fait se réconcilier avec Taxil, j'ai fait bâtir sur les bords de l'Hydaspe la cité de Bucéphalia, en honneur de mon vieux compagnon. Juste en face, j'ai fait construire une Alexandrie de Nicée. Et puis pas loin, j'ai fait bâtir encore une autre ville. Cette fois en l'honneur de Péritas, mon chien préféré. Un vrai molosse. Oui, vraiment, un molosse, offert par la tribu de ma mère, quoi. Et là, je me demande si mon évergétisme ne deviendrait pas un poil compulsif. Après l'Hydaspe, on a enchaîné les fleuves. On a dû franchir la Kessinès, où on a perdu beaucoup d'hommes sur ses récifs acérés. Puis ça a été l'Hydraotès, après lequel nous attendait une coalition de peuples armés jusqu'aux dents autour de la ville de Sagala. Et on a eu pas mal de pertes. Bon, certes, beaucoup moins que les milliers de brahmanes qu'on a massacrés. À ça, quand je pense au trou qu'on a laissé dans la démographie locale, les brahmanes tombent. Les brahmans tombent. Non? Bon, vous êtes pas très jeu de mots en fait, c'est ça? Enfin bref, quand juste après on est tombé sur un autre fleuve, l'Iphaz, sachant que derrière il y avait encore le Gange aux rives peuplées de types réputés plus tarés les uns que les autres, et que là-dessus la fameuse mousson a commencé à tomber, bizarrement les gars ils ont dit stop. Et ils m'ont envoyé un de leurs représentants. Bonjour. Alors moi, je sers Alexandre en tant que général depuis ses tout débuts, même qu'avant j'étais déjà au service de son père. Mon métier de base, c'est taxiarque,
Je commande une phalange et, sans me vanter, je crois que je le fais plutôt bien. J'étais au Granik, à Issos et aussi à Gogamel où j'ai été blessé, et pas qu'un peu. En Soviane, j'ai combattu Spitamenès aux côtés d'Artabaz. Donc, comme vous le voyez, je suis plutôt perso compatible. J'ai pas de problème avec ça. Ah, et j'ai beau avoir épousé la fille de Parmignon, quand avec son fils Philotas, ils ont été accusés de complot, j'étais à fond pour leur assassinat. J'ai même insisté pour qu'on torture mon beau-frère afin de bien montrer que j'avais rien à voir là-dedans. Tout ça pour dire que pour trouver plus corporate, plus fidèle que moi, Alexandre, faut se lever tôt. Mais là, se retrouver à patauger dans la flotte pour aller au Nsezou après plus de 8 années de bataille quasi non-stop, pratiquement sans arrêt de travail en dehors des phases de récup, ça passe moyen chez les collègues. Alors c'est vrai que devant l'IPHAS, on a dit stop. On s'est réunis en AG, en agora grecque, et les camarades m'ont désigné comme porte-parole du mouvement pour exposer nos revendications légitimes à la direction. Enfin, à Alexandre, quoi. Nos revendications, en gros, c'est arrêter les conneries et retourner dardard à la civilisation, grecque de préférence, pour profiter un peu de nos acquis pendant les jours qui nous restent. Alors, grâce à ma bonne réputation et à l'excellence de mes arguments, Alexandre m'a écouté patiemment et je crois que là, le dialogue est plutôt bien engagé pour une résolution rapide du conflit. Alexandre était vert de rage. Il a eu beau tenir à ses troupes tous les discours sur la fortune et la gloire, leur faire du chantage sentimental, les menacer de continuer tout seul, ils n'ont rien voulu entendre. Alors il s'est retiré pour bouder dans sa tente pendant 3 jours, sans parler à personne. Puis il a consulté les augures qui ne lui étaient pas favorables du tout. Alors il s'est résigné à revenir sur ses pas. Sur les rives de l'Iphase, il a fait construire 12 autels dédiés aux dieux de l'Olympe, en faisant inscrire dessus « à mon père Amon, à mon frère Héraclès, à mon frère Apollon », etc. Avec au centre une colonne de bronze où il est écrit « Ici s'est arrêté Alexandre ». Et puis on est rentré sur Alexandrie de Nicée. Oh, et coup du sort, ce brave Coenios est mort de maladie à peine quelques jours après notre retour. Alexandre était bien triste. Il lui a offert en guise de pot de départ des funérailles grandioses avec bien sûr la dispense fiscale pour sa famille, comme pour tout soldat mort au combat. Là-dessus, nous avons entamé notre descente de l'Hydaspe en écrasant tout sur notre passage. Et comme Cratère et moi, on n'arrêtait pas de se chamailler, Alexandre a dû nous séparer, chacun sur une rive du fleuve avec une moitié d'armée à commander. Lui, il est resté au milieu, à bord du navire amiral de la flotte commandé par Néarque. C'est moi, Néarque. Je suis originaire de Crète, mais j'ai grandi en Macédoine, aux côtés d'Alexandre. Après nos premières victoires, il m'avait fait sa trappe de Lycie et de Pamphylie. Mais une fois sur le point de lancer son expédition en Inde, il m'a rappelé pour que je prenne la tête de la flotte, que je devienne son avarque, quoi. Avec sous mes ordres plusieurs amiraux, comme le philosophe Onésicrite, un élève de Diogène, ou encore Clétos le Blanc. Clétos le Blanc, c'est pas Clétos le Noir revenu d'entre les morts, hein. C'est juste un autre gars qui s'appelait Clétos. Mais me confier la flotte, c'est un peu normal parce qu'en tant que Crétois, la mer, ça me connaît. Même si au départ, on a surtout fait du fluvial. Pendant la descente de l'Hydaspe, Alexandre a voulu se faire les mâles, un peuple du coin. J'ai été chargé d'attaquer de face, pendant que le roi et Héphaïstion les prenaient à revers. Et on les a bien massacrés, ces brahmanes. Sauf que, pendant qu'on attaquait leur ville principale, Alexandre s'est trouvé isolé de son armée. Il était monté tout seul sur les murailles par une échelle qui s'est brisée juste après. Alors, dans l'impossibilité de revenir sur ses pas, il s'est jeté sur ses adversaires à l'intérieur du fort, affrontant seul des dizaines de Maliens. Quand ses lieutenants ont enfin pu le rejoindre, il avait reçu un gros coup de massue sur la nuque. Et surtout, sa cuirasse avait été transpercée par une flèche d'1 mètre de long, tirée à bout portant en pleine poitrine. La pointe de 7 cm de large sur 10 de long, munie de crochets, était enfoncée de toute sa longueur juste au-dessus du sein droit, entre les intercostaux. Et l'air et le sang mélangés s'échappaient de la blessure, indiquant une perforation évidente du poumon. Une fois le roi transporté sur un bouclier tel un héros homérique jusque sous sa tente, le bois de la flèche a été brisé pour pouvoir enlever sa cuirasse, et la plaie élargie pour permettre d'extraire la pointe, tout en s'assurant que les crochets ne fassent pas plus de dégâts. Le tout sans même qu'il faille tenir le roi, qui a offert son corps de bonne grâce avant de tomber dans les pommes. Cette opération chirurgicale délicate a été rondement menée par l'excellent médecin Critobule, qui sur le coup était aussi livide que son patient. Une fois la blessure refermée, par chance, l'hémorragie a vite cessé, et Alexandre a aussitôt repris conscience. 7 jours plus tard, il était sur pied et se montrait depuis le fleuve à l'avant du navire amiral, bien vivant, sous un tonnerre d'applaudissements. Faut dire que question fleuve,
Beaucoup parmi les hommes le voyaient plutôt déjà en train de traverser le Styx. Pendant les semaines qui ont suivi, on a dû obliger Alexandre à ne plus dire un mot, le temps que son poumon cicatrise. Mais ça nous a pas empêché de bien picoler pour fêter la victoire sur ses mâles, avec coupe d'Héraclès et boire cul sec et tout, et d'organiser des jeux gymniques avec des combats de toute beauté. Là où les derniers affluents rejoignent l'Indus, Alexandre a fait bâtir une Alexandrie de l'Indus. Oui, pour les noms, c'est toujours pas priorité à l'imagination. Puis la flotte a traversé le pays d'un certain Mousikanos, un riche prince qui a voulu nous faire croire qu'il se soumettait. Avant de faire défection dès qu'on a eu le dos tourné. Alexandre l'a fait crucifier. Ensuite, on a eu à affronter des guerriers aux armes enduites de venin de serpent qui ont bien failli avoir la peau de Ptolémée. Enfin, une fois arrivé à la cité de Patala, on a pu laisser une partie de l'armée se reposer pendant qu'Alexandre et moi, on faisait plein d'allers-retours à travers le delta de l'Indus. On a défoncé les Oriciens, les Arabites et surtout les Zorites à l'ouest, au bord de l'océan, où Alexandre m'a chargé de bâtir une Alexandrie d'Oriétaï, pour faciliter dans l'avenir le commerce entre l'Inde et la Perse. Et quand le moment du grand départ est arrivé, de retour à Patala, Alexandre a divisé l'armée en 3 groupes. Néarque, avec la flotte, a été envoyé explorer la côte, depuis l'embouchure de l'Indus jusqu'à celle de l'Euphrate, en passant par l'océan Indien, la côte d'Arabie et le golfe des Perses. Le golfe Persique, quoi. Cratère, lui, a pris la tête du 2e groupe et il est entré en Perse par les terres via Alexandrie d'Arakosi, que les locaux commençaient déjà à appeler en perse Iskanderarak, et même Kandahar, quand ils sont bourrés. Et donc, enfin, Alexandre, à la tête du 3e groupe, a décidé de rentrer à pied en longeant la côte, à travers la Gédrosie et son fameux désert de Makran qu'avant lui, ni la mythique reine Sémiramis, ni Cyrus le Grand n'avaient réussi à traverser à la tête d'une armée. L'idée était aussi de ravitailler la flotte, mais au final, Néarque a vite dû se débrouiller seul, puisque de toute façon, il n'y avait rien à bouffer. Et on a tous failli mourir de faim et de soif. À un moment, en plein désert, des hommes qui avaient trouvé un peu d'eau ont voulu l'offrir à Alexandre. Il a versé le liquide sur le sol en disant que si tous ne pouvaient boire, il ne boirait pas non plus. Ça, c'est un chef. Une fois sorti de cet enfer, avec les survivants, on a formé un cortège bachique en l'honneur de Dionysos, dont Alexandre a pris la tête revêtue des symboles du dieu de l'ivresse. Et pendant 7 jours, on a festoyé à travers la campagne, avant de rejoindre la flotte de Néarque du côté d'Armoséia en Carmanie, où Alexandre a fait bâtir, je vous le donne en 1000, une Alexandrie de Carmanie. Déjà, dès le début de l'expédition, avec l'océan, on a découvert les marées. Je peux vous dire que quand vous avez jamais connu ça, ça surprend. Hein. Plusieurs navires se sont retrouvés échoués ou emportés avant qu'on saisisse le concept. Ensuite, on a croisé des troupeaux entiers de ces énormes monstres marins là, qui crachent des colonnes d'eau par le sommet du crâne. Terrorisés, les rameurs ont lâché leur pagaie. Mais notre guide local nous a expliqué que ça s'appelait des baleines et que c'était juste des grosses bestioles inoffensives. Alors, pour donner du courage aux marins, je leur ai ordonné de leur foncer dessus comme si c'était des bateaux ennemis. Elles ont aussitôt plongé dans un grand bruit tel des navires désemparés. Incroyable. Par ailleurs, niveau bestiaux, on a aussi recroisé des Zorites, les habitants de l'ouest du delta, mais en plus primitifs. Ils étaient tout velus, avec des ongles longs capables de couper à travers le bois et très agressifs. À chaque fois qu'on s'approchait du rivage, ils essayaient de s'en prendre à nous. Et que dire de ces pouilleux là, rencontrés un peu plus loin, qui vivent dans des maisons faites avec d'énormes arêtes, qui sont si pauvres qu'ils ne se nourrissent que de poissons. Les ichthyophages, on les a appelés. De ictus, poisson, et phage, qui bouffe. Ouais, moi aussi j'ai suivi les cours d'Aristote quand j'étais gosse. Alors c'est sûr que, comme Alexandre dans le désert, on a aussi beaucoup souffert de la faim et de la soif, hein. Mais ça valait le coup parce que on a découvert des choses extraordinaires. Des fourmis à peau de léopard, des pierres translucides, des arbres qui poussent au fond de la mer, d'autres qui produisent de la laine ou une résine odorante qui est à la base de l'encens. On a même débarqué sur une île maudite où, selon les locaux, les naufragés se voyaient transformés en poissons. Mais bon, il s'est rien passé. On a exploré de nouvelles côtes étranges, de nouvelles vies avec une totale absence de civilisation. Et au mépris du danger, on s'est aventuré dans les recoins les plus éloignés de la mer d'Arabie. Et pour faire un rapport bien détaillé à Alexandre, j'ai tout noté dans le journal de bord du capitaine. C'était fascinant. De retour au pays, j'ai dû sévir contre beaucoup de satrapes qui se sont bien laissés aller en mon absence, pensant probablement ne jamais me revoir. Il y en a qui ont racketté sans vergogne et exécuté sommairement nombre de leurs administrés, sans parler de nombreuses histoires de viols de jeunes filles perses,
et même de leur mère. C'est vraiment moche tout ça. Parmi ces criminels, un certain Cléandros s'imaginait intouchable, sous prétexte qu'il m'avait aidé à me débarrasser de Parménion. Je l'ai fait exécuter, avec ses lieutenants et 600 de leurs soldats également coupables de viol. J'ai aussi dû sévir contre plusieurs satrapes qui se voyaient déjà prendre ma place au cas où je ne serais jamais rentré d'Inde. J'ai même eu le cas du gouverneur et trésorier de Babylone, Harpal, qui, après avoir tapé dans la caisse, violé à tour de bras des femmes locales et fait venir les plus belles courtisanes de Grèce avec mon pognon, a pris peur en entendant parler des exécutions. Il s'est aussitôt enfui à Athènes avec 5000 talents dans les poches. Pas fou, les Athéniens et l'orateur Démosthène le Premier lui ont refusé l'asile. L'argent a disparu et le trésorier a fini assassiné. Et puis alors, en passant par Passagarde, l'ancienne capitale perse, j'ai rencontré le nouveau satrape de Perside, Orxinès, un riche descendant de Cyrus qui a succédé au défunt Phrasaorthès pendant que j'étais en Inde. Comme il voulait se faire bien voir, le gars est venu à notre rencontre avec plein de cadeaux, pour moi mais aussi pour mes compagnons. Sympa. J'ai alors demandé à visiter le tombeau de son ancêtre, Cyrus le Grand, qui se trouvait précisément dans cette ville. Quelle horreur. Tout avait été ouvert, profané, pillé. Et mon petit eunuque Bagoas m'a confié avoir entendu dire que c'était cet Orxinès qui s'était servi dans la tombe de son ancêtre, d'où toutes ses richesses. Alors je l'ai fait exécuter. Alors moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que quand Orxinès a fait des cadeaux à tout le monde, il a oublié l'eunuque. Et quand on lui a fait remarquer, il aurait répondu qu'il voulait bien faire des cadeaux à Alexandre et à ses amis, mais pas à sa concubine. Ça n'a pas plu du tout au petit Bagoas qui s'est mis à lancer toutes sortes d'accusations contre le satrape jusqu'à obtenir sa mise à mort. Eh oui, faut pas les lui briser 2 fois au petit eunuque. Après attention, faudrait pas donner l'impression qu'Alexandre ne fait que punir. Il sait aussi récompenser ceux qu'il mérite. Il a réorganisé les satrapies, en a regroupé quelques-unes et mis à leur tête les meilleurs et les plus compétents, qu'ils soient macédoniens ou perses. Et nous, ses plus fidèles compagnons, qui l'avons suivi jusqu'en Inde, depuis le retour, il nous couvre de gloire et organise des fêtes somptueuses, dans lesquelles on bouffe et on picole comme jamais. Néarque avec son second, Onésicrite, ainsi que moi-même, avons reçu en récompense des magnifiques couronnes en or. Et Alexandre a aussi promu Peucestas, qu'il avait protégé de son bouclier contre les Maliens, en le faisant entrer dans sa garde personnelle, aux côtés de Ptolémée, Perdiccas, Léonatos, Lysimaque, Python, Aristonous. Et moi-même. Moi, évidemment. Entre Passagarde et Suse, Alexandre a vécu un moment très triste. Calanos, son brahman préféré qu'il avait ramené dans ses bagages, est tombé malade. Apparemment, cet Indien a chopé une courante carabinée au contact de la bouffe perse. C'est bizarre parce que d'habitude, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Et en bon gymnosophiste, plutôt que de se laisser soigner, il a demandé à Alexandre l'autorisation de se faire immoler vivant. Le roi a eu beau essayer de le dissuader, il y tenait vraiment ce con. Alors une fois arrivé à Suse, Alexandre a fait préparer pour lui un grand bûcher, avec des musiciens tout autour pour que ça reste festif. Le moment venu, le sage s'est coupé les cheveux et il a fait des bises d'adieu à tous les amis présents, sauf à Alexandre, à qui il a dit « Toi, je t'attendrai à Babylone ». On n'a pas bien compris ce qu'il voulait dire par là. Avant de monter sur le bûcher, il a lancé à l'assistance « Pour ceux qui sont en forme, faites la fête ce soir. Pour les autres, imitez-moi et livrez-vous au feu. » Et bizarrement, personne n'était très chaud pour le suivre, si j'ose dire. Toujours est-il qu'une fois au milieu des flammes, il a tranquillement cramé sans un bruit, sans un geste, avec une drôle d'expression de joie sur le visage. C'était assez bizarre comme spectacle, et plutôt odorant aussi. Alexandre a fait des funérailles grandioses à Calanos, enfin à ses cendres, et le soir venu, en l'honneur de son ami Gymnosophe, lors d'un grand banquet, il a lancé un concours du plus gros buveur. C'est un certain Promachus qui a remporté la victoire avec 18 litres de vin. Il a gagné un talent, il est mort 4 jours après. Tout comme une quarantaine de convives d'ailleurs. J'ai une idée. Et si je mariais un maximum de Macédoniens à des femmes asiatiques, C'est génial ça. Voilà la solution pour unir mon empire. Je vais les faire se reproduire. Un peu comme pour la sélection des bestiaux. Et en 1 ou 2 générations, je devrais l'avoir, ma civilisation universelle. J'ai donc réuni, ici à Suse, près de 10 000 Macédoniens et on a marié tout ça à tour de bras. Moi-même, je me suis marié avec Statéira, une des 2 filles de Darius, et Parisatis, la fille d'Artaxerxès III. Et Phaïston, lui, a épousé Dripétis, l'autre fille de Darius, pour que nos enfants soient cousins. Cratère, pour sa part, a épousé une nièce de Darius, Amastrine.
Perdiccas a marié la fille du satrape de Médie, et Ptolémée s'est uni à Artacama, une des filles d'Artabase. En fait, chacun de mes étahirs a trouvé chaussure à son pied avec une représentante de la plus illustre noblesse persane. Le tout dans une cérémonie à la mode perse, pour bien montrer à tous les papas de ces dames que c'est du sérieux. Et voilà comment on fait du vivre ensemble. Tous ces couples vont nous faire plein de bébés gréco-perses. Mais c'est ça l'avenir, parce que c'est notre projet. Enfin, en tout cas, c'est mon projet. Et s'ils n'arrivent pas à faire d'enfants à leur femme perse, qu'ils viennent me chercher. On les a vachement bien arrosés, ces noces de sus. Puis Alexandre et moi, on est partis pour Ecbatane. Et sur le chemin, on s'est arrêté à Opis, sur les bords du Tigre, pour annoncer à l'armée qui stationnait là que les anciens et les blessés allaient enfin pouvoir rentrer en Macédoine, parce qu'on allait les remplacer par tout plein de jeunes Perses, les épigones, recrutés un peu partout dans l'Empire. Et que merci bien, et à la revoyure, ciao les gars. Et que comme c'est Cratère qui les ramène au pays, c'est encore mieux, parce que moi, je peux plus le sentir, le Cratère. Et avec Alexandre, on va rester que tous les deux. Plus cul et chemise que jamais. Bah vous savez quoi ? Quand les vétérans ont entendu qu'on les remerciait, ils ont fait la gueule. Ils ont dit qu'on les trahissait, qu'ils avaient pas mérité de se faire renvoyer comme des malpropres sans préavis. Certains ont même insulté Alexandre. Ça lui a pas plu. Il en a fait attraper 13 parmi les meneurs et il les a fait exécuter sur le champ. Ah, ça a bien calmé tout le monde. Ensuite, il leur a fait un long discours que je peux pas vous répéter ici parce que je suis bourré, mais c'était super. Et quand les vieux Macédoniens sont venus déposer leurs armes devant sa tente en signe de désespoir, il est allé vers eux et leur a promis qu'il les aimait comme sa famille et qu'ils seront toujours dans son cœur. Alexandre les a couverts de richesses et tous ensemble on a picolé et festoyé en hommage aux dieux, libation après libation avant de les regarder partir. Puis on est remonté jusqu'à Ecbatane, où les banquets continuent à être notre principale occupation. Avec toutes ces libations, on va finir par être vachement bénis des dieux, dis donc. Enfin, bizarrement, ces temps-ci, je sais pas pourquoi, je me sens un peu patraque. Mon médecin glaucos me recommande de me mettre au régime, mais c'est complètement con. Comment on peut aller mieux sans se faire aider des dieux par quelques libations ? Et puis, il faut bien que je reprenne des forces pour accompagner Alexandre dans ses futures conquêtes. Oh, du coup, je vais reprendre du poulet. Alors là, la mort d'Héphaïstion. Ça a été le vrai coup dur pour Alexandre. Perdre son copain d'enfance, son poteau, son Patrocle, il faisait peine à voir. Pendant un jour et une nuit, il est resté accroché au cadavre de son ami, à pleurer toutes les larmes de son corps. Il a fait interdire la musique dans Ecbatane et fait couper le crin de tous les canassons. Il était tellement désespéré et en colère qu'à un moment, il aurait même parlé de détruire le sanctuaire d'Asclépios, le dieu de la médecine. Ça se fait pas. Bon, finalement, il s'est repris et il s'est contenté de crucifier le toubib d'Héphaïstion. Puis il a quitté Ecbatane et pour se changer les idées, il est allé attaquer les Kassites, un peuple d'irréductibles montagnards qu'il a écrasé en quelques jours. De retour à Babylone, dont il a décidé de faire sa capitale, il a reçu des ambassades d'Italie, de Carthage, ainsi que des Celtes et des Ibères et même des Éthiopiens. Alors il a enfin pu s'occuper des funérailles de son ami. Et bon, les funérailles grandioses, on sait que c'est un peu son truc à Alexandre, mais là, avec Héphaïstion, il s'est surpassé. Il a fait construire un hôtel immense sur plusieurs étages. Il a organisé des jeux gymniques avec plus de 3000 athlètes et des prix fabuleux. Il a fait immoler des milliers de bestiaux. Et Alexandre a ordonné que ces sacrifices soient faits à Héphaïstion en tant que divinité parèdre, c'est-à-dire associée à son propre culte. Parce que oui, Alexandre est maintenant officiellement reconnu comme dieu vivant, notamment par la cité d'Athènes. Et il se trouve que la nature divine d'Héphaïstion a également été validée par un oracle d'Amon depuis l'Égypte. Tiens d'ailleurs, en parlant d'oracle, il s'est passé un truc bizarre juste avant qu'Alexandre ne revienne à Babylone. Un émissaire des Chaldéens, des astrologues réputés,
est venu me voir personnellement pour me faire part d'une divination selon laquelle, si Alexandre entrait dans Babylone, il y mourrait, à moins qu'il ne restaure le sanctuaire de Marduk. Et surtout qu'il n'entre pas dans la ville par la porte est, face au soleil couchant. Bon, j'en ai fait part à Alexandre, qui, inquiet, est resté quelques jours à l'écart de la ville. Puis quelques philosophes, dont Anaxarque, sont venus lui expliquer que tout ça c'était du pipeau, que ces Chaldéens voulaient juste le faire raquer pour leurs travaux de restauration, et qu'entrer dans Babylone c'était sans danger. Bon, une fois convaincu, Alexandre a finalement passé les portes à la tête de ses armées, et évidemment, il s'est rien passé, hein, à part quelques corbeaux qui sont tombés morts à ses pieds. Bon. Enfin, comme quoi l'astrologie chaldéenne, hein, faut pas en faire des caisses non plus. Hein. Salut, moi c'est Cassandre. Enfin, Cassandros. Je suis le fils d'Antipater, qui dirige la Macédoine, autant dire la Grèce, en l'absence d'Alexandre. À son retour d'Inde, Alexandre a reçu par courrier de nombreuses plaintes d'Olympias, qui disaient s'entendre de plus en plus mal avec mon père. Alors le roi a demandé à mon paternel de le rejoindre à Babylone avec des troupes fraîches et de laisser le poste à Cratère, de retour au pays avec les vétérans. Mais papa, c'est un malin. Il va pas lâcher la régence de la Macédoine comme ça. Alors, prétextant son vieil âge, c'est moi et mon frère Iolas qui l'a envoyé à sa place. Quand on est arrivé, qu'on a vu Alexandre déguisé en Perse et qu'on nous a dit de faire la proski truc là, j'ai éclaté de rire. Non mais c'est quoi ces conneries? Ils ont tous pété un plomb ou quoi? La vache, Alexandre s'est jeté sur moi, il m'a empoigné et collé contre un mur. Alors, je sais pas si c'est la parano ou une sorte de syndrome post-traumatique suite à sa conquête de l'Asie qui l'a rendu comme ça, mais il est devenu flippant, le petit prince. Moi, je m'inquiète pour lui. Et je suis pas le seul, parce que depuis quelque temps, il se passe des choses bizarres. L'autre jour, on nous a raconté qu'un lion avait été tué par un âne. C'est surprenant. Et voilà que là-dessus, un étahir du nom d'Apollodore a avoué avoir demandé à son frère, Pythagoras, un grand spécialiste de l'extispicine, la lecture des entrailles, de regarder un peu ce que ça disait pour Alexandre. Il faut savoir que quand le gars avait fait pareil pour Héphaïstion, juste avant sa mort, il était tombé sur un foie auquel il manquait un lobe. Et ben là, pour Alexandre, pareil, un lobe en moins. C'est troublant. Et puis, il y a tous les autres présages. Il y a quelque temps, Alexandre s'est mis à poil pour faire un peu de sport, normal quoi, et quand il a voulu reprendre ses habits, un mec random, enfin, lambda, les avait revêtus et s'était assis sur le trône, la couronne royale posée sur la tête. Tranquille. Le gars avait l'air de planer complètement, et quand il est un peu redescendu, il a dit s'appeler Dionysos et ne pas savoir pourquoi il avait fait ça. Alors, les devins ne savaient pas trop quoi en penser, d'autant plus qu'il se trouve qu'Alexandre est aussi appelé Néo-Dionysos depuis son retour d'Inde. C'est mystérieux. Dans le doute, on a mis à mort le type, c'était plus sûr. Et pas plus tard qu'hier, alors qu'Alexandre faisait une balade en barque dans les marécages autour de Babylone, sa couronne s'est prise dans les branches et est tombée à l'eau. Là, un serviteur zélé a aussitôt plongé pour la récupérer, et afin de pouvoir mieux nager, il l'a posée sur sa tête en revenant vers l'embarcation, ce con. On a remis au serviteur un talent en récompense, avant de le mettre à mort pour plus de sécurité. C'est flippant. En tout cas, ça n'a pas l'air de trop préoccuper Alexandre, qui continue de préparer son départ pour l'Arabie entre deux banquets dionysiaques chez son nouveau meilleur ami, Médios le Thessalien, un sacré fêtard originaire de Larissa. Et on fait tourner les sarisses. Tourner les sarisses. Oula, depuis mon dernier banquet chez Médios de Larissa, ça pique un peu au niveau du bide. On a fini au petit matin, complètement torché comme d'habitude, mais là, je me demande si j'ai pas un peu de fièvre. J'aurais qu'à faire quelques libations. D'un dieu à un autre, ça va vite se régler. Nom de moi. En tout cas, je sacrifie bien comme il faut tous les jours. Et les bateaux sont prêts à partir. Y a pas de raison qu'un peu de fièvre vienne gâcher mon invasion du reste du monde. Sacre-moi. Je vais me poser un peu là, histoire de me détendre et de réfléchir un instant. J'arrive. Continuez sans moi. Allez interviewer les autres cons là. Allez parler aux meilleurs. Aux meilleurs.
C'est fou, hein. Pourtant, il allait plutôt bien. C'est incompréhensible. Peut-être une maladie ramenée d'Inde. On est rentré plus longtemps quand même, là. Ou du poison, alors. Mais non, voyons, c'est mon frère qui lui servait à boire. Alors, s'il avait été empoisonné, on l'aurait su. Je dis ça, j'en sais rien, moi. Hein. Je suis un béotien. Hein. Ah bon? T'es pas crétois? Ou alors c'est l'excès d'alcool. Hein? L'excès d'alcool? Mais n'importe quoi. En tout cas, c'est vrai que ça conserve. Hein. Parce que quand les embaumeurs sont venus faire le boulot 6 jours après sa mort, le corps était toujours intact. Pas un signe de putréfaction, malgré la chaleur. Hein. Incroyable. Les gars osaient même pas ouvrir son cadavre tellement il semblait vivant. Ça doit faire ça quand on est divin. On est bien sûr qu'il était mort, au moins. Oui. Il respirait plus du tout. Hein. Quand même, mourir comme ça, à l'âge de 33 ans. Alors, 32 ans et 10 mois, hein, pour être précis. Oui, 33 ans, quoi. Ouais. Et puis, je sais pas, mais je trouve que ça sonne mieux. 33 ans. Un fils de Dieu qui meurt à l'âge de 33 ans, moi, je suis sûr que ça va marquer les gens. C'est un truc qui va rester. Ah là là, mes amis, quel malheur. Tiens, il est là, lui. Mais oui, je suis là, j'ai toujours été là. Et aujourd'hui, je me propose en tant que fils de Philippe pour prendre la relève de mon frère sous le nom de Philippe III. Ah ouais. C'est qu'il est pas si débile, en fait. Hein. Je sais pas, moi je me disais que le trône devait plutôt revenir à son premier-né, le jeune Héraclès. Ah bah attends, regarde. Ça se trouve, il est là, le vrai héritier légitime. Hein? Alors on va peut-être attendre un peu. Hein, ma belle? Il faut tuer ces autres femmes. Il faut toutes les tuer. Toutes! Oula. Et pendant ce temps-là, alors? Non, parce que je vous signale que Ptolémée, il est déjà en route pour l'Égypte avec le corps d'Alexandre, façon gardien du temple. Et il a dit quoi pour son successeur avant de mourir, Alexandre? Bah, il aurait dit au meilleur. Ou quelque chose comme ça. Ah ben merci, super. Ça va bien foutre l'embrouille entre les copains, ça. Ah, ils vont tous s'improviser diadoque, successeur, quoi. Mais non, puisque je vous dis que c'est moi l'héritier, il n'y a pas de problème. J'ai même le soutien de Cratère et de Perdicace. Allez, suivez-moi. Pour la gloire de l'Empire, allons conquérir le reste du monde. Ouais. Va falloir trouver un plan B. Ça va, ma belle? Tiens, viens par là, toi. Avec mon père, on va t'installer chez nous, en Macédoine, quand aura pondu le petit Alexandre IV. Tu vas voir, on va vous mettre bien, toi, le bébé. Toutes les tuer. Toutes! Ah, je sens que tu vas bien t'entendre avec Olympias. Vous allez faire un duo de choc avec la belle-mère. Toutes! Lui aussi, il faut le tuer. Oui, d'accord, allez. Bon. Bah moi je vais aller voir si par hasard le vieux Antigone de Borne, il n'aurait pas 2-3 idées pour sauver l'Empire. Sauver l'Empire, tu parles. Ça n'aura pas tenu bien longtemps, cette union de l'Orient et de l'Occident. C'est dommage. C'était bien parti. Pardon. « 598 pieds, 42 658 stades, 599 pieds, 42 658 stades, 600 pieds, 42 659 stades, 1 pied. » Qu'est-ce que c'est que ces machins? Oula, je crois que je suis allé un peu trop loin. « 43 205 stades, 486 pieds. 43 205 stades, 487 pieds. » Bon, dans 10 stades, je me considère comme définitivement perdu. Je sais plus combien de stades, et j'en ai plein les sandales à l'œil. Je sais plus combien de stades, et je m'en fous complètement. Je sais plus combien de stades, et je m'arrête ici. Voilà. Et Alexandre, il peut aller se faire voir chez les Grecs. Oh. Fini les emmerdes, et adieu les cons. C'est que c'est plutôt joli par ici. Je vais me poser un moment, et peut-être bien rester dans le coin.
C'est pas une mauvaise idée, ça. On est bien, là. Allez. Une petite sieste, puis on ira se baigner. Puis de toute façon, Bématiste, avec l'automatisation, je sens que c'est pas vraiment un métier d'avenir.